Les bugs, ces événements inexplicables, ressemblent généralement à de la fiction, mais ceux qui les ont vécus vous diront le contraire, les laissant hébétés, confus et avec tant de questions. Je vous invite à accueillir avec moi la youtubeuse d'horreur Kaylee Elise alors que nous remettons en question la nature de notre réalité avec ces 8 histoires de bugs dans la matrice. Numéro 1. Il y a 4 ans, j'ai eu besoin d'une opération sérieuse pour retirer une tumeur dans mon cerveau. Le médecin a dit que tout allait bien se passer, mais il m'a fallu 2 ans pour revenir et finir l'école. L'opération s'est tellement mal passée que, pendant que les anesthésistes et les infirmières essayaient de me maintenir en vie, le chirurgien a eu une réunion avec mes parents pour les tenir informés. Hémorragie cérébrale, gonflement sévère du tronc cérébral, etc. Ce qui est étrange, c'est que pendant cette réunion, le téléphone portable de ma mère a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait que l'appel venait de mon téléphone portable. J'avais confié mon téléphone à mon père au cas où le pire arriverait et j'avais prévenu ma copine et mes amis que j'étais décédé. Bref, il sort mon téléphone de sa poche et il est éteint avec la batterie retirée. Il termine la réunion avec le chirurgien et, alors qu'il se dirige vers le poste des infirmières pour les remercier de s'être occupés de moi, le téléphone de ma mère vibre 2 fois. Elle a un message vocal laissé par la personne qui appelait de mon téléphone. Elle l'a écouté et a dit qu'elle avait entendu ma voix. « Salut maman, c'est moi. Je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais je suis assis ici sur ce banc et j'ai chaud. Je pense que tout ira bien. Je te reparle plus tard. Dis bonjour à papa. Salut. » Environ 1 mois après mon opération, quand je m'étais rétabli et que j'étais rentré à la maison, ma mère m'a fait écouter le message vocal et je n'ai pas pu. Je n'y croyais pas. Je suis devenu tout pâle. J'ai pleuré en entendant ma propre voix. J'ai cru que j'étais peut-être mort et que j'étais puni. J'ai immédiatement ouvert mon téléphone et regardé l'historique des appels. C'était bien là. Je l'ai vu. L'horodatage d'un appel sortant le jour de mon opération, 20 minutes après qu'on m'ait amené en salle d'opération. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe à cause de cela. Numéro 2. Enfant, mes parents me présentaient toujours à toutes les personnes qui entraient dans notre maison. On m'a appris à serrer la main et à dire « Comment tu t'appelles ?» C'était une règle qui ne pouvait pas être enfreinte. Une nuit, quand j'avais 7 ou 8 ans, j'ai fait un mauvais rêve où j'étais vieille. Je suis allée dans le salon pour parler à mon père, qui jouait toujours au Lego avec moi quand je faisais un mauvais rêve. Cette fois, on a sorti les Legos, mais il y avait un homme assis sur une chaise. Je suis allée me présenter et, à ma grande surprise, mon père m'a chassée, a sorti mes Legos et a commencé à parler à l'homme au lieu de jouer avec moi. L'homme et mon père ont parlé un moment de choses que je ne comprenais pas et aucun d'eux ne m'a adressé la parole. C'était étrange, mais j'étais jeune, les Legos étaient amusants et finalement j'ai tout oublié et je suis allée me coucher. Je n'y ai plus jamais repensé. 12 ans plus tard. Je vais me coucher un soir après avoir bu 1 ou 2 bières avec des amis et je commence immédiatement, d'après ce que je peux dire, à faire un rêve lucide. Je n'ai jamais eu un rêve aussi vif, ni avant ni depuis. Dans le rêve, je suis assise sur une chaise en train de parler avec mon père de ce que j'ai fait de ma vie. Il est plus heureux que d'habitude et très intéressé. Au loin, j'entends une jeune personne l'appeler. Il se lève, sort de la pièce et revient 1 minute plus tard avec moi enfant et une boîte de Lego. La petite moi s'approche. Mon père chasse la petite moi. La petite moi va jouer avec les Legos. Mon père et moi commençons à parler du danger de l'effet papillon et de comment tout pourrait changer si nous parlions. Il insiste pour que nous attendions que la petite moi s'endorme avant de continuer à parler du futur.
J'ai ensuite 2 autres rêves similaires où je me vois à travers les perspectives de personnes mystérieuses et oubliées, dans différentes situations, toujours avec mon père, toujours en train de discuter du voyage dans le temps, de ma vie future et des conséquences de changer les choses. Je me suis réveillée, absolument convaincue d'avoir voyagé dans le temps ou que le fantôme des Noëls passés avait décidé de faire un tour hors saison. Il m'a fallu 1 semaine pour rationaliser tout ça, et le lire à voix haute me donne encore des frissons. Numéro 3. Il y a environ 4 ou 5 ans, je travaillais chez Little Caesar Pizza. D'habitude, je travaillais à l'intérieur sur les pizzas, mais on venait de lancer cette offre lundi de folie, où les pizzas étaient seulement à 4 $ le lundi, donc il nous fallait quelqu'un pour faire de la publicité. J'étais un métalleux sauvage et un peu bizarre, alors j'ai pris le poste les lundis d'aller dehors et de faire tourner une pancarte pour attirer l'attention et faire venir les gens pour des pizzas. Ce n'était pas très glamour, mais je m'amusais bien. Un jour, alors que j'étais là à faire mon truc, j'ai vu une camionnette foncer droit sur moi. Elle monte sur le trottoir et me percute violemment et je sens qu'elle m'écrase contre le boîtier électrique qui contrôle les feux de circulation. Je vois un éclair rapide lorsque les feux de circulation s'éteignent, puis c'est le trou noir. Je reprends mon souffle. Je suis toujours au coin de la rue et rien ne s'est passé. Aucune camionnette ni rien du tout. Eh bien, j'étais un peu secoué, comme tu peux l'imaginer, alors j'ai décidé de plier bagages et de retourner dans le magasin pour faire une pause. Je n'ai pas fait plus de 5 mètres depuis ce coin quand j'ai entendu un fracas. Je me retourne et une camionnette vient de monter sur le trottoir et de percuter le boîtier électrique, et je vois les feux de circulation s'éteindre. Inutile de dire que j'ai pris ma journée. J'y pense encore de temps en temps. Numéro 4. Au début des années 80, j'habitais dans les collines d'Hollywood quand c'est arrivé. On a frappé follement à ma porte à 9 h du soir. Je vais ouvrir la porte et il y a une femme là, complètement hystérique, qui parle de tout ce sang. Elle a l'air normale et porte des vêtements propres, alors nous la laissons entrer. Elle raconte qu'elle a vu quelqu'un se faire poignarder. J'appelle la police et 2 agents en uniforme du Los Angeles Police Department arrivent en 10 minutes. Ils emmènent la dame et nous disent qu'elle avait été signalée disparue, qu'elle souffre d'un trouble mental et qu'elle habite dans la rue. Tout va bien? 1 demi-heure après, on toque encore à la porte. 2 autres policiers cette fois-ci répondent à l'appel. Ils n'ont aucune idée de qui étaient les 2 autres policiers. Ils prennent nos informations et nos déclarations, ainsi que la description des policiers et de la dame. Des conversations radio s'ensuivent dans les 2 sens, et ils n'ont vraiment aucune idée de comment d'autres policiers auraient pu la prendre en charge, car ils ont reçu l'appel il y a 40 minutes. Numéro 5. Quand j'étais plus jeune, je vivais près d'une forêt dense. Avant, je m'habillais de manière très originale. Je portais généralement des costumes d'Halloween quand j'en avais envie et des choses comme ça. J'avais une fascination étrange pour les masques. Bref, un jour, alors que je portais un masque de Spider-Man et que je jouais dans les bois, j'ai vu une personne portant une veste en cuir et un jean de couleur étrange. J'ai essayé de les suivre, mais je les ai perdus dans la forêt après environ 30 minutes d'effort, puis je suis rentré chez moi. Avançons d'environ 7 ou 8 ans dans le futur. Je ne vivais plus dans la maison près des bois denses, mais mon grand-père y vivait toujours, et je lui rendais visite de temps en temps. Je me promène autour de la forêt pour me remémorer le bon vieux temps. Alors j'enfile ma veste en cuir noir et mon jean délavé tie-dye. Et je me promène quand je vois cette petite personne portant un masque de Spider-Man qui me suit partout. Comme je connais la forêt comme ma poche, je les perds assez rapidement. Environ 1 heure plus tard, j'ai compris ce qui s'était passé et j'ai ressenti une véritable terreur. Des trucs étranges se passent dans le nord de la Colombie-Britannique. Numéro 6.
En 99, quand j'avais 2 ans, je courais dans le jardin derrière la maison. J'ai glissé et je me suis littéralement écrasé le front sur une dalle en béton. Ma mémoire est floue, mais je sais que j'avais une énorme entaille sur le front. Je me souviens d'une ambulancière qui m'a assise sur le plan de travail de ma cuisine, qui a repoussé ma frange et examiné ma blessure. Je perdais énormément de sang, même si on m'a emmené d'urgence à l'hôpital, et il a arrêté le saignement du mieux qu'il a pu à l'arrière de l'ambulance. 14 ans plus tard, je suis à la réception du mariage de ma cousine, buvant des bières avec mon père et mon grand-père. Nous saluons les autres invités et je remarque un homme que, je vous jure, je reconnais. Ma mère l'amène pour nous le présenter, il me serre la main et dit « Oh oui ». Il écarte ma frange et, vous l'avez déjà deviné, je me rends compte d'où je me souviens de lui. On commence à discuter, et je ne te mens pas, c'est le gars qui a emmené ma mère à l'hôpital le jour où elle a accouché de mon frère. Quoi d'autre? Mon grand-père a posé sa bière et m'a raconté que, pendant qu'il était en vacances en France avant même ma naissance, il est tombé dans un escalier et s'est cassé la jambe. Et devine qui, par hasard, est en train de tourner au coin de la rue? Ce secouriste, qui est aussi en vacances, porte pratiquement mon grand-père jusqu'à l'hôpital, puis repart, refusant de prendre le moindre argent. En 2010, mon cousin, le marié à ce mariage, rentre chez lui en voiture. Ce même jour, une autre cousine, d'une branche différente et éloignée de la famille, rentre aussi chez elle après le travail. Le premier cousin fait une embardée pour éviter un cerf et emboutit sa voiture contre celle de la deuxième cousine. Qui est de garde pour arriver sur les lieux, bordel? Oui, l'ambulancier. Les 2 cousins commencent à parler, ils ne sont pas du tout liés, et ils s'entendent bien puis se marient 3 ans plus tard. L'ambulancier est le témoin du mariage. Numéro 7. Un jour, je parlais avec l'un de mes meilleurs amis de la vie et de tout ça, et on était vraiment calme et détendu. Petite précision, j'étais assez fatigué à ce moment-là, mais je n'ai jamais eu d'hallucination, ni fait de somnambulisme auparavant, ou quoi que ce soit. Cependant, je ne nierai pas que ça pourrait quand même être le cas, mais ça semblait tellement différent. Bref, au milieu de notre conversation, elle a dit que j'étais entré dans une sorte de transe étrange, et que tout ce que je disais donnait l'impression que je le lisais sur un script. Pendant ce moment, je me souviens avoir ouvert les yeux et vu un bureau en chêne sous moi, ainsi qu'une feuille de papier avec des mots et des équations éparpillées partout. Je me souviens d'écrire avec une sorte de plume, mais elle était faite à partir d'un énorme os d'animal, ce que je trouve extrêmement étrange. Donc, pendant que ça se passe, je lis les gribouillis, et puis ça me frappe. Une immense vague d'excitation et de soulagement, comme si j'avais découvert quelque chose d'énorme sur cette feuille. Je me suis alors réveillé. J'en ai parlé à mon amie et elle a suggéré que cela pourrait être un souvenir d'une vie antérieure, une mémoire ou quelque chose dans ce genre. Peut-être étais-je un inventeur travaillant sur un projet. J'aurais tout abandonné sans m'en préoccuper, si ce n'était pas pour la suite des événements. Je lui ai souri et ensuite, c'est la partie dont je ne me souviens pas. Elle a dû me raconter ce qui s'est passé. J'ai commencé à lui débiter plein de choses avec enthousiasme. En gros, tout ce que j'ai fini par dire, c'est que notre univers est l'ombre d'un autre univers, ce qui veut dire que notre monde en 3D est l'ombre ou la projection d'un monde en 4D. J'ai bien précisé qu'il était possible que notre univers ne soit qu'une ombre d'une ombre. La vitesse de la lumière, l'intrication quantique, la gravité et d'autres lois universelles sont toutes des empreintes qui le prouvent et seront révélées au monde dans les prochaines années. J'ai bien précisé que la nature n'autoriserait pas de limite de vitesse naturelle dans l'ordre le plus élevé de l'univers. Toute la conscience humaine, en chaque humain, provient en réalité d'un seul être dans un univers d'ordre supérieur. Cela signifie que nous sommes tous connectés d'une manière très directe. Nous avons bien le libre arbitre. Je n'arrêtais pas de répéter cela pour une raison, en disant que si nous n'avions pas de libre arbitre, le cosmos aléatoire n'existerait pas. Je ne sais pas ce que cela veut dire.
C'était une expérience très étrange car je me suis réveillé, en pleurant et en lui souriant. J'ai expliqué que j'avais vu ma vie antérieure et que je pouvais ressentir ce qu'il ressentait, l'excitation et tout ça. Nous avons parlé un moment et elle m'a expliqué tout ce que je lui avais dit et tout ce qu'elle avait noté et je suis complètement perdu quant à l'origine de tout cela. Je n'ai pas dormi depuis 2 jours, mais je suis extrêmement heureux et excité par tout ça. C'est tellement irréel. Numéro 8. Je sais qu'une bonne partie de ces histoires peuvent s'expliquer et ne sont, au mieux, que de simples coïncidences, mais écoutez-moi bien. Ça risque d'être long, mais j'ai été profondément troublé hier soir au travail, et ça me semble être un bug dans la matrice d'être tombé sur ce subreddit le lendemain de mon expérience. Je suis connue pour être très observatrice, laissez-moi vous le dire. Tous mes amis et ma famille, même ceux qui me connaissent un peu, savent que je remarque tout. Il est difficile de me duper. Sans être fière ou arrogante, c'est un aperçu de qui je suis avant que vous ne lisiez cette longue histoire. Merci. Je travaille dans ce snack de sandwich depuis plus d'1 an. Nous formons une équipe soudée. Je suis une bonne employée, en bons termes avec le propriétaire et la gérante, et je suis moi-même un peu responsable de l'équipe de nuit. Le restaurant lui-même est très calme car nous recevons généralement peut-être 20 à 30 clients pendant toute ma fermeture de 6 à 7 heures. Cela signifie que j'ai naturellement tendance à engager la conversation avec les clients. J'aime découvrir le parcours professionnel et universitaire des gens, ainsi que leur vie en général. On pourrait dire que je deviens personnel, mais bon, les gens aiment ça quand tu n'es pas juste une employée robotique. J'ai même rencontré un gars qui est allé à la faculté de droit de Berkeley et il m'a beaucoup parlé de la vie, de l'école et tout ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet. De toute façon, j'aime parler aux gens, ça m'aide à passer mes journées, tu vois? Les gens sont généralement très sympas à ce sujet. J'ai même quelques techniques pour faire avancer la conversation. Tu rentres chez toi après une longue journée de boulot, pas vrai? Sympa. Où est-ce que tu travailles? C'était cool. Tu avais besoin d'un diplôme? Oh, sympa. Où est-ce que t'es allé à l'université? T'as aimé ça là-bas? La plupart des conversations sont des versions étendues de ça, et c'est généralement intéressant d'entendre parler de parcours aussi divers. Il y a d'environ 1 semaine, un homme est venu. Je dirais qu'il avait une 30aine d'années, les cheveux foncés, des traits foncés, un pantalon de survêtement, un sweat Nike et la capuche relevée. C'était tard le soir, vers 9h30, et j'étais prête à fermer boutique et à rentrer chez moi, mais il me restait encore une demi-heure à tuer, alors je me suis dit, tant pis, lançons une conversation avec ce type. Peut-être que son père est un député ou un truc cool, peut-être que j'apprendrai quelque chose de lui. Mon Dieu, ce type était super flippant. Il ne croisait jamais mon regard directement. Il me parlait en regardant au-dessus ou entre mes yeux. Il gardait sa main gauche glissée à l'arrière de la ceinture de son pantalon. Je me rends compte que cette phrase est un peu difficile à visualiser, mais la meilleure image que je peux donner, c'est comme quand les gens glissent une arme à feu à l'arrière de leur pantalon. C'était comme s'il tenait une arme à feu. Il a gardé sa main là tout le temps. Il avait l'air nerveux et hésitant, comme la plupart des gens qui commettent des vols. Et au fur et à mesure que la préparation du sandwich avançait, j'étais de plus en plus sûre que j'allais me faire voler. Il a commandé un sandwich jambon sur pain blanc. La disposition du jambon est systématique, mais son attitude inquiétante m'a rendue nerveuse. Les 8 tranches de jambon ont fini par être pliées de façon inégale, posées les unes sur les autres de manière désordonnée, et le sandwich n'avait pas l'air très appétissant. L'homme a demandé du fromage suisse. La recette demande 4 tranches, alors comme je le fais toujours, j'ai pris une pile de fromage découpé en triangles et je les ai étalés en éventail de façon à pouvoir en attraper 4 et remettre le reste dans la pile. Je dispose le fromage d'une manière peu ordonnée et le sandwich manque toujours clairement de cette perfection visuelle que l'on voit à la télévision. Ces détails peuvent paraître anodins, mais je souhaite que vous en saisissiez l'essence, vous comprendrez pourquoi. L'homme m'a demandé de griller son sandwich. Cela signifie que je devrais lui tourner le dos quelques secondes pour le mettre dans le grille-pain. Beaucoup de choses me traversèrent l'esprit et je n'étais pas prête à lui tourner le dos.
Cela a provoqué une sorte de mini-panique et j'ai attrapé son sandwich en essayant de me positionner de façon à pouvoir le surveiller tout en tournant assez la taille pour faire griller le sandwich, mais sans le quitter des yeux. Comme tu peux t'en douter, je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber le sandwich. J'ai tenté, instinctivement, de le rattraper en le voyant chuter. J'ai un peu relevé mon genou et essayé d'utiliser ma taille comme un coussin pour soutenir mon coude et attraper le sandwich, mais sans succès. Tu peux sûrement imaginer ce que ça fait de laisser tomber ton téléphone et les gestes étranges que tu fais pour tenter de le rattraper au vol. Tu vois le genre. J'étais en pleine panique. Plouf! Dans les quelques secondes avant de lever les yeux, je me préparais à voir un type louche très en colère me fixer. Mais il était parti. Il était parti. Disparu. Je n'ai même pas entendu le grincement de la porte, les pas, rien. Je suis sortie en courant, j'ai regardé à gauche, à droite, puis encore à gauche, et aucune voiture ne partait. Aucune voiture n'était même garée assez près pour qu'il puisse s'y cacher ou se cacher derrière. Il avait tout simplement disparu. Le sandwich gisait toujours sur le sol, face contre terre. L'un des triangles de fromage était tombé de façon à former un contraste angulaire parfait avec les carreaux du sol. Sur les 8 tranches de jambon du sandwich, 6 sont restées coincées entre le pain et le sol, tandis que 2 se sont envolées et ont atterri à côté du meuble sur lequel se trouve le grille-pain. Hier soir, un homme beaucoup plus âgé que le premier est entré. Je dirais dans la soixantaine. Cheveux blancs, très foncés, environ 1,98 m de haut. C'était probablement un grand brun séduisant dans les années 70 ou un truc du genre. Un homme plutôt sympa, jusqu'à ce qu'il commence à commander son sandwich. Merde, j'ai eu des frissons rien qu'en tapant cette dernière phrase parce que je n'ai aucune idée de comment continuer l'histoire. Ça devient juste perturbant pour moi. Il a finalement demandé du pain blanc. J'ai poursuivi la conversation normalement. Comment se passe votre soirée, monsieur? Vous venez de finir le travail? L'homme a répondu d'un ton ferme par l'affirmative et n'a rien ajouté d'autre. D'accord. Clairement, ce gars ne voulait discuter que de son sandwich. Étrange. Quel genre de sandwich pour vous, monsieur? Jambon pour lui. D'accord, un gars plutôt sévère, pas de blague. Peut-être qu'il est dans la mafia ou un truc louche, et il est devenu nerveux quand j'ai parlé de travail. D'accord, très bien. Laisse-moi te préparer ton sandwich et tu pourras partir, mec. Il porte alors la main derrière sa taille, exactement de la même putain de façon que le premier gars. Je te jure que le geste et le mouvement avaient exactement la même fluidité, le même timing et la même forme. Il a gardé sa main gauche, là, exactement comme l'autre homme l'avait fait il y a environ une semaine. De la même façon, tout a commencé à me revenir de façon étrange maintenant. C'était comme le moment de déjà-vu le plus saisissant que j'ai jamais eu, et honnêtement, je pensais que ce n'était que ça, un simple déjà-vu. Mais attends, ce n'est pas tout. La disposition du jambon m'a semblé très familière. La distance entre les tranches, la façon dont chaque couche se détachait de la pile et comment les tranches se repliaient les unes sur les autres. Je peux honnêtement te jurer que j'étais en train de préparer exactement le même putain de sandwich que j'avais fait il y a à peine une semaine. J'avais un de ces moments où plein de trucs te traversent l'esprit en même temps, et c'est vraiment surprenant de voir combien de pensées tu peux avoir en si peu de temps. Mais je me souviens m'être dit de prendre le risque et d'attraper l'emmental, parce que j'avais juste un pressentiment. Comment tu savais que je voulais de l'emmental? En fait, il voulait de l'emmental. Comment je vais bien pouvoir faire passer ça pour un coup de chance? Eh bien, exactement comme tu t'y attendrais? Un coup de chance, ai-je dit en laissant échapper un petit rire faible et pathétique. L'homme enchaîne en disant la chose la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. Je lis sur Reddit des histoires de phénomènes paranormaux et d'événements étranges vécus par les gens. Un fil Reddit aborde actuellement ce sujet. Je vois toujours des variantes de la citation « un frisson dans le dos », mais je n'ai jamais vraiment ressenti ça. Je l'ai vraiment ressenti cette nuit-là. L'homme me regarde comme si je lui avais révélé le numéro gagnant du prochain tirage du loto. Un regard très interrogateur. Il y avait une passion très très forte dans ses paroles quand il a dit cela. Non. On dirait que t'as déjà fait ça avant. Il vient de noter mon impression de déjà-vu.
Il vient de confirmer être conscient de mon impression de déjà-vu. C'est à ce moment que l'expression « voyageur dans le temps » est apparue pour la première fois dans mon esprit. Je l'ai regardé avec une expression complètement stupéfaite et émerveillée. Je suis resté là à le fixer pendant bien 5 secondes avant de poser le fromage. C'était un moment surréaliste. C'était comme si le point culminant de cette confrontation était déjà passé, mais je devais encore mettre le fromage et les légumes, rouler le sandwich, puis l'encaisser à la caisse. À quel point ça va devenir encore plus glauque? Je ne comprenais tout simplement pas. J'ai pris le fromage exactement comme je le fais toujours. J'écarte les 4 premières tranches, puis je les pose. Je regardais le même sandwich que j'avais préparé 1 semaine plus tôt. Je te jure, le fromage, le pain, le jambon, tout était étrangement similaire. En tant que personne rationnelle, j'ai pensé à ce moment-là qu'il s'agissait simplement d'un déjà-vu et j'ai essayé de ne pas me laisser troubler. L'homme a demandé de la laitue et de la mayonnaise sans pain grillé. Hein? Pas grillé. Dieu merci. Il ne le voulait pas griller. Ce putain de déjà-vu est terminé et tout ça n'est qu'une coïncidence. N'est-ce pas? Eh bien, certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais il existe une taxe sur les aliments chauds dans certains endroits. Donc, quand un sandwich est grillé, il y a un bouton pour la taxe sur les aliments chauds, environ 12 centimes. Donc, par habitude, je relis la commande au client de cette façon. Donc, un sandwich jambon pas grillé, chips et 2 cookies. C'est noté, monsieur. Il avait l'air très préoccupé par le fait que j'ai précisé qu'il n'était pas grillé. Pourquoi as-tu dû préciser qu'il n'était pas grillé? Ensuite, je lui ai expliqué ce que j'ai dit plus haut, tout sur la taxe sur les plats chauds et blablabla. C'est une habitude, parce que si un sandwich est grillé, tu répètes la commande comme, d'accord, un sandwich au jambon, grillé, avec des chips et une boisson, ou quelque chose comme ça. Après lui avoir expliqué ça, il était juste un peu curieux à ce sujet, rien de trop bizarre. Je ne voulais pas le retenir plus longtemps, alors j'ai pris sa carte, je l'ai passée, et j'avais vraiment hâte qu'il se casse. En sortant par la porte, il m'a regardé avec le sourire le plus flippant que vous puissiez imaginer dans vos esprits tordus de vedette. Il se retourne et dit quelque chose que, honnêtement, je ne pense pas oublier un jour. Je voulais juste clarifier que je n'ai pas refusé de griller le sandwich à cause de la taxe. Je ne suis pas si radine. Le gars tente de détendre l'ambiance, n'est-ce pas? Je sais qu'il n'est pas radin, c'est seulement 12 centimes. Mais il a tenu à me révéler la vraie raison pour laquelle il ne l'a pas fait griller. Je ne voulais juste pas que tu le fasses tomber. Et en un instant, il avait disparu. Oh putain, j'ai des frissons partout. C'était sans aucun doute la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. J'ai tout expliqué à mon père, et il a eu l'idée que ces 2 hommes étaient probablement père et fils, et qu'ils voulaient juste me faire peur, et que j'inventais le reste des détails dans ma tête. Impossible. Tu sais pourquoi? L'homme qui possède le restaurant où je travaille en possède un autre. Juste un autre. À l'autre bout de la ville. Lorsque le premier homme est arrivé, j'étais dans un magasin situé à environ 13 km de celui où le deuxième homme est entré. Les chances réelles que ces 2 hommes se connaissent, me trouvent à l'autre bout de la ville et me fassent ça sont impossibles. Moi, ainsi que 3 autres employés, le gérant des 2 magasins, le responsable de l'équipe du matin et mon homologue, la co-responsable du quart de nuit, sommes les seuls 4 employés à passer d'un magasin à l'autre. La probabilité que ce soit une blague méthodiquement planifiée est absolument scandaleuse.